Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Aujourd'hui, écrivons demain ». Le podcast qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast. Et je suis la fondatrice de Redaxilv, une entreprise de rédaction pour les professionnels et les particuliers. D'un côté, j'aide les acteurs du nouveau monde à se raconter et à se rendre visibles en rédigeant leur contenu sur le web et les réseaux et en leur donnant la parole sur ce podcast. Et de l'autre, j'aide les particuliers à écrire leur biographie. Les témoignages, c'est mon dada. À travers ce podcast, je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le nouveau monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Tous les lundis, je mets en ligne une nouvelle interview d'un acteur du nouveau monde pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, savoir ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Fermez les yeux, imaginez une école dans la forêt sous les pins, loin du bitume et du bruit ambiant de la ville, avec de grands espaces pour courir, jouer, grimper aux arbres, construire des cabanes, avec pour salle de classe 2 bus aménagés, l'un pour l'école maternelle, l'autre pour l'école élémentaire. Des enseignants formés, dont la seule préoccupation est de répondre aux besoins des enfants et de respecter leur fonctionnement, et avec pour objectif de leur apprendre à se connecter à leur environnement. Entourés d'animaux qui vivent en liberté. Cette école vous fait rêver ? Elle existe, c'est l'école Les Enfants sous les Pins, fondée et dirigée par Vanessa Fontanier. Bonjour. Bonjour Vanessa, alors j'ai la joie de t'interviewer aujourd'hui. Je suis ravie d'avoir parmi nous. Tu m'as dit quand je t'ai proposé de participer, ah oui, moi je veux raconter. Oui, j'aime raconter, partager, pour semer des graines et que les gens, que des personnes qui nous écoutent aient peut-être envie aussi de se lancer dans cette belle aventure. Tu nous dis là où on est en ce moment, là, où est-ce qu'on enregistre là ? On enregistre au milieu des arbres, dans un espace boisé, avec les chevaux à côté, les animaux qui sont juste derrière nous, des enfants qui sont en train de jouer dans une grande cour, un grand espace, avec de l'herbe, des arbres, des fleurs, des plantes. Et nous, on est confortablement installés sur un des bancs de ton jardin. Exactement, avec une vue magnifique et un beau soleil. Alors moi, juste pour contextualiser, j'ai connu le lieu grâce à un petit déj entrepreneur il y a quelques mois. Et je ne connaissais pas l'existence de cette école. Et franchement, quand je suis venue, j'ai eu un coup de cœur. Je me suis dit, il faut impérativement que je les fasse participer à mon podcast. Parce que ça va tout à fait dans le sens de ce que j'imagine aussi. Donc, tu vas nous raconter parce que tu es donc la créatrice de ce lieu. Oui, j'étais enseignante à l'éducation nationale pendant plusieurs années et j'y trouvais pas ma place. Et j'ai trouvé que certains enfants ne trouvaient pas leur place non plus au sein de l'école. Qu'il fallait qu'ils se suradaptent au système, alors que je pense que c'est l'école qui soit adaptée au maximum aux enfants. Donc j'ai quitté l'éducation nationale parce que je me suis formée en pédagogie Montessori. Donc j'ai créé ma première école il y a quand même 14 ans, vraiment basée sur la pédagogie Montessori. Et comme je suis quelqu'un qui aime apprendre, développer, voir ailleurs ce qui se passe, petit à petit, j'ai découvert les écoles, les forest schools, qui se pratiquent en Norvège ou dans les pays du Nord. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et ça m'a donné l'envie de pouvoir enseigner dans des lieux en pleine nature. Et puis, j'ai commencé donc à lire des livres, à écouter des podcasts ou des conférences. Il y a un thème qui revenait souvent, c'est les enfants en déficit de nature. Et ça m'a beaucoup interpellée. Et effectivement, aujourd'hui, les enfants sont beaucoup dans les écrans, sont beaucoup dans les maisons fermées, ne vont plus moins dehors, ont beaucoup moins de liberté de bouger, de mouvement, etc. Donc ça m'a interpellée et ça m'a donné l'envie de faire une école dans la nature. Alors effectivement, on est au milieu des pins, au milieu des arbres. Combien de terrain autour de l'école ? En tout, il y a 15 hectares de terrain. Alors nous, on a à peu près 1,5 hectare, 2 hectares qui sont clôturés. Mais au-dessus de nous, il y a une pension pour chevaux où les chevaux sont en liberté, dans laquelle on peut aller se promener puisque je suis une ancienne cavalière. Donc on va dire bonjour aux chevaux, aux poneys régulièrement. Et il y a d'autres animaux ? Il y a d'autres animaux parce on avait quelques animaux, on avait 1 ou 2 poules, on avait un lapin, un cochon d'Inde. Et en fait, cette année, j'ai rencontré Sandra avec qui on a monté un partenariat. Sandra a une ferme pédagogique itinérante
Donc elle se déplace, elle, et elle cherchait un lieu pour pouvoir mettre ses animaux et pouvoir mettre d'autres animaux davantage. Donc du coup, elle est venue mettre ses animaux dans notre école. Donc on a mis tous nos animaux ensemble dans des grands enclos en semi-liberté, parce que le principe, c'est surtout pas en cage. Et donc c'est Sandra, avec les enfants, qui s'occupe des animaux tous les jours. Tu nous fais le listing de tous vos habitants. Alors, on a 2 mamans chèvres, 2 adolescentes chèvres, 4 petits chevreaux qui sont nés au mois de décembre. Ça a été la surprise au retour des vacances de Noël pour les enfants de trouver 4 bébés dans l'enclos. On a des poules, on a des poussins qui sont nés il y a pas longtemps. On a eu 4 petits poussins. Maintenant, on a une deuxième poule qui va nous en faire 12 poussins. On a 5 ou 6 lapins, 5 cochons d'Inde, un magnifique coq, des poules et les chevaux qu'on voit galoper juste au-dessus de nous. Alors, je les ai pas encore vus, moi, les chevaux. J'ai pas eu l'occasion de les voir. Ils sont là-bas, alors comme ils ont des prés immenses où ils sont en liberté, quand il fait chaud, ils se mettent dans les bois ou plus à l'abri. Ou... Tu faisais référence au déficit de nature. Moi, je me suis fait la réflexion quand on voit, pas les parcs à jeux, mais... les aires de jeu. Les aires de jeu en extérieur. Il n'y a pas un arbre, il n'y a pas un coin de verdure. Je me suis fait la remarque dernièrement à Ondres, ils ont réaménagé toute la partie de la plage. Et t'as une aire de jeu qui est collée entre l'allée pour aller vers la plage, l'aire d'atterrissage des hélicoptères, et il n'y a pas un arbre, il n'y a rien. Et c'est impraticable dès qu'il fait chaud parce que ça prend la chaleur. C'est en train tout doucement de changer. Il y a de plus en plus d'écoles qui sont en train de sortir le bitume et de remettre des arbres, remettre des espaces verts, remettre de l'herbe dans les écoles. Dans les espaces aménagés, comme ils mettent des espèces de plastique, au lieu de mettre de la terre et de l'herbe, ils mettent des surfaces plastifiées. Donc forcément, ils peuvent pas mettre d'arbres parce qu'avec les racines, ça va tout casser. Mais oui, c'est dommage, oui, parce que dès qu'il fait chaud, c'est impraticable. Oui, moi je me souviens, à mon école primaire, il y avait des platanes, il y avait de l'herbe, ouais. Et quel est le constat de ce manque de verdure, d'environnement, de nature? Enfin, ce déficit de nature, il a été évalué comment? Quelles sont les répercussions? C'est des études qui ont été menées, qui ont comme répercussion, c'est des enfants qui sont plus stressés, qu'on dit inattentifs, avec des troubles de l'attention, des troubles, alors que c'est des enfants qui ont besoin de bouger et qui bougent pas. C'est des enfants qui manquent de concentration, qui manquent de confiance en eux, paradoxalement, qui ont peut-être des difficultés aussi motrices, beaucoup moins à l'aise au niveau de la motricité globale et de la motricité fine. Et nous, on n'a rien de tout ça. Non, ce qui est fabuleux, c'est que ce qui est magique d'observer, parce que je pense qu'en grandissant, on perd notre âme d'enfant. Moi, ce qui est magique d'observer ici, c'est le calme. C'est-à-dire que les enfants, ils sont pas surexcités, ils sont pas agités, ils sont pas énervés. Parce que, bien sûr qu'il y a des moments d'agitation, mais en fait, ils vont courir dehors, ils vont faire des câlins aux arbres, ils vont se mettre un peu loin quand ils ont besoin de se retirer du groupe parce qu'il y a trop de stimulation. Du coup, ils s'apaisent. Et c'est la nature qui les apaise. Ils grandissent avec cette nature. Donc, quand ils seront adultes, ils en prendront soin. Ce qui m'avait marqué quand on s'était rencontrés la première fois pendant le petit déj entrepreneur, c'est que tu nous avais dit, mais les enfants, ils sont libres d'aller et venir, de sortir. Alors, il y a aussi une grange qui est aménagée pour les enseignements et les activités. Ils sont libres de sortir quand ils veulent, d'aller dans la nature, dans la forêt, d'aller et venir. On les laisse en fait libres de se déplacer. Effectivement, peut-être de se décharger s'il y a trop de stimulation. C'est pas courant comme méthode pédagogique. Et en même temps, un enfant qui reste assis sur sa table et qui a besoin de bouger ou qui a besoin d'aller aux toilettes ou qui se sent pas bien, si on l'oblige à rester, l'apprentissage, il marche pas. Il fonctionne pas. Il est pas disponible pour les apprentissages, donc ça ne sert à rien. Donc, vaut mieux faire de la qualité plutôt que tu peux pas en ce moment-là, c'est difficile pour toi. Ok, je te donne 10 minutes. Tu vas faire du vélo dans la grange, tu vas faire un câlin aux arbres, tu vas te poser auprès des animaux. Moi, je regarde, dans 10 minutes, tu reviens. Et comme de toute façon, tout est ouvert et que nous, on a toujours l'œil de savoir où ils sont et que ça fait partie du projet de l'école, quand on voit un enfant passer, on a tous, en tant qu'adultes, on va dire, un tel est dehors, hop, j'ai la vigilance de regarder de temps en temps, de voir si ça se passe bien, etc., etc. Et ça n'a pas d'incidence ensuite dans le cours des choses, de l'enseignement que toi tu donnes aux autres élèves qui sont... Pas du tout. Nous, des élèves, on est obligé de les freiner parce que on a des enfants en moyenne section, ils ont déjà terminé le programme de grande section en mathématiques parce qu'ils le vivent au quotidien. On va ramasser des branches d'arbres, tiens, on va s'amuser à les compter, faites-moi des paquets de 3, faites-moi des paquets de 5, on va les ranger du plus grand au plus petit. Ils apprennent à une vitesse et c'est magique. Et ils jouent. Tout le temps. Ils ont même pas l'impression d'apprendre. Alors, on revient au début. Donc, toi, tu étais donc dans l'éducation nationale. Tu as dit au début, les enfants, on leur demande de se suradapter, c'est-à-dire? C'est-à-dire que l'école, c'est un moule dans lequel il faut rentrer. Et quand on est 28, 29, 30 par classe, que les enseignants, ils ont un manque de formation vraiment approfondie sur certaines difficultés, on n'y arrive pas. Les enseignants n'y arrivent pas et c'est normal, c'est pas possible. Donc, l'enfant, il doit s'adapter à tout la même chose en même temps. Voilà, il y a même parfois en maternelle. Moi, je me suis bagarrée combien de fois en maternelle où on disait, les enfants, ils doivent aller aux toilettes à telle et telle heure parce qu'on doit aller tout le monde en même temps.
Et quand j'ai demandé pourquoi, c'est une question de sécurité. Sécurité, quand ils ont 3 mètres à faire pour traverser une classe, je ne sais pas où est la sécurité. Qu'est-ce que tu enseignais? Alors, j'ai travaillé en SECPA, en école maternelle, en classe élémentaire. Et là où vraiment j'ai vu qu'on pouvait faire différemment, où j'ai commencé à pouvoir faire différemment, c'est que j'ai travaillé en IME avec des enfants handicapés. Donc là, forcément, on est obligé de s'adapter à l'enfant et d'adapter l'enseignement à chaque enfant. Donc du coup, d'aller chercher des ressources, d'aller chercher d'autres façons de faire. Et du coup, quand j'ai rentré dans les gym, mais si ça marche pour les enfants porteurs de handicap, ça doit marcher pour tous les enfants, forcément. À quel moment t'as eu le déclic et t'as eu le courage, j'ai envie de dire, de passer à l'acte, c'est-à-dire entre avoir envie de faire différemment et d'y aller, et de se donner les moyens de faire différemment, il y a quand même aussi un écart. Une belle rencontre. Je pense que la vie, elle nous amène à un moment donné sur le chemin quelque chose qui est au bon moment. Moi, ça a été une belle rencontre. Je suis partie me former donc sur en pédagogie Montessori. Et quand je suis revenue que c'est tellement difficile de mettre en place dans le système classique, j'ai commencé à chercher autour de moi des gens qui pratiquaient déjà cette pédagogie. Et en fait, je suis tombée, mais c'est même pas le hasard de la vie, c'était là au bon moment. C'était une association qui avait perdu sa présidente, qui était malheureusement décédée brutalement, et qui, au moment où je les ai contactés, 15 jours après, faisait l'assemblée générale pour savoir s'ils continuaient l'association avec la pédagogie Montessori, ce qu'ils proposaient, ou s'ils fermaient. Et moi, j'arrivais formée, prête à prendre la succession, en fait. Concours de circonstances, synchronicité, on appelle ça comme on veut, mais voilà, une belle synchronicité. Et j'ai dit, mais attends, c'est mon cadeau qui tombe du ciel, je fonce. Pour ceux qui connaissent pas la pédagogie Montessori, on en a entendu parler, mais finalement, c'est quoi? Alors, ce qui est fabuleux dans la pédagogie Montessori, d'abord, on mélange les âges. C'est-à-dire, on dit pas à 3 ans, il doit apprendre telle chose, à 4 ans, telle chose, et à 5 ans, telle chose. On met un matériel à disposition qui est évolutif, qui est beaucoup dans l'autocontrôle, c'est-à-dire que les enfants, ils peuvent vérifier par eux-mêmes que le résultat, il est là, et puis s'il y est pas, on recommence. On refait par essai, par erreur. Et donc, l'enfant, du coup, il peut apprendre à son rythme. Et c'est un matériel qui est très concret. C'est-à-dire que, comme je dis, l'enfant, quand il compte des choses concrètes. C'est pas des choses en l'air, c'est pas de l'abstrait. Et c'est petit à petit, à son rythme, quand il est prêt, qu'il passe à l'abstraction. Et du coup, les notions, elles passent beaucoup mieux. C'est pas la seule pédagogie auquel tu es formée. Je crois qu'il y a plusieurs pédagogies qui sont proposées ici. Oui, l'idée, c'est de répondre aux besoins de l'enfant. Donc, quand dans un outil qu'on va proposer, ou une méthode qu'on va proposer, l'enfant, on voit que ça marche pas trop, on va aller chercher ailleurs. Donc, on a aussi tous les fichiers Freinet qui sont très, très bien, notamment tout ce qui est coopération, entraide. C'est extraordinaire. On est formé en communication non violente. On travaille avec les accords Toltec avec les enfants. Et moi, je me suis formée en pédagogie par la nature avec Passeur de nature, qui est vraiment extraordinaire, pour justement utiliser tous les éléments qu'on a à notre disposition pour apprendre. On va aller faire la chasse au son dans la nature. On va aller trouver un élément de la nature qui commence par un A ou par un B ou par un... Et du coup, c'est ludique, c'est joyeux, c'est dehors. Toi qui as connu, on va dire, entre guillemets, les deux systèmes, qu'est-ce que tu observes de différent? Alors moi, j'observe de la part des enfants apaisés, des enfants qui ont confiance en eux, des enfants qui n'hésitent pas à se tromper, qui disent c'est pas grave si je me trompe, j'ai le droit à l'erreur et je recommence. Donc il n'y a pas l'anxiété de performance? Pas du tout. Ni la compétition. C'est de l'entraide, c'est la coopération, c'est de l'entraide. Les grands, ils aident les plus jeunes. Les plus jeunes, ils apprennent en regardant les plus grands. Et ça, c'est magique. Et en fait, l'adulte n'est pas la seule référence. Et ça, c'est top. Combien d'enfants vous accueillez ici? On accueille 26 enfants, entre 2 ans et demi et 10 ans, maternelle élémentaire. Des parents sont très, très motivés pour un projet d'une petite classe collège. Ah, intéressant. À voir. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de structure comme ça ici. Alors, il y en a une qui a déménagé à Vieux-Boucau, le collège du littoral. Mais sinon, si je dis bien Oreg, la petite école d'Oreg au Pays Basque, ils ont ouvert une petite classe collège aussi. Pour leurs élèves qui grandissent, oui. C'est un autre challenge. C'est un autre challenge, oui. Oui. Moi, je prendrai pas la direction parce que c'est beaucoup trop de travail. C'est un sacré challenge et les besoins au niveau du collège sont énormes. Oui, parce que la problématique, c'est qu'est-ce que deviennent tous ces enfants qui sont passés par ton école ensuite? Alors, moi, comme ma collègue Cindy, donc on est 2 enseignantes, elle vient aussi de l'éducation nationale. Donc en fait, on a en tête et on a tout le programme, la programmation, on sait où les enfants doivent aller pour passer en collège. Donc petit à petit, au fur et à mesure qu'ils grandissent, on les apprend aussi à travailler sur une table, à rester concentrés plus longtemps. Et on a de toute façon les attendus, les compétences doivent être maîtrisées. Quelque part, comment on les amène. Donc petit à petit, au CM1, CM2, elle commence bien à leur expliquer comment fonctionne le collège, comment ils doivent se comporter, etc., etc. Donc on les prépare. Oui, parce que la rupture peut être très brutale. Alors ce qui est souvent compliqué, ce que nous ramènent les anciens élèves, c'est souvent la relation aux adultes. Parce qu'ils passent d'un système où on est très à l'écoute, où on est du travail à la coopération, on est vraiment une équipe en fait. Et ils passent à un système très hiérarchisé où c'est l'adulte qui commande et il y a pas forcément beaucoup d'écoute ni d'attention. Et c'est pas une critique, c'est que quand ils sont 30 ou 35 par classe, l'enseignant de collège qui a son programme à faire,
il peut pas être à l'écoute de tous les enfants et Je souris parce qu'on les entend jouer en arrière-plan. Tu me disais quand je suis arrivée tout à l'heure, vous étiez quelque peu fatiguée parce qu'il y a 2 jours, il y a eu la fête. C'était la première fête que vous organisiez la ici. deuxième. On avait fait, non, parce qu'on avait fait un loto. On avait fait un loto, mais qui n'était pas pour les enfants. Et c'est la première fête des enfants, la guinguette des familles, qu'on a organisée samedi. Et d'abord organisée pour nos enfants, puisque effectivement, en mois de janvier, les parents se sont mobilisés pour faire un loto pour aider financièrement l'école. Et nos élèves étaient très frustrés parce que on leur a demandé de pas participer, puisqu'un loto, c'est quand même, voilà. Mais on leur a promis, du coup, on leur a dit, on fera une fête au printemps. Et donc, bien évidemment, les enfants n'oubliant rien, ils nous ont dit, c'est quand qu'on fait la fête? Et donc, on a fait la guinguette des familles avec des jeux en bois, avec les animaux. Sandra était là pour faire découvrir les animaux. On avait une trampoline, une skyline. On avait des jeux de kermesse, des courses en sac, des chamboule-tout. Donc, une très, très belle fête. On a eu beaucoup de monde. On a eu un concert le soir. C'était vraiment bien. C'était ouvert sur l'extérieur? C'était pas uniquement Ouvert pour à tout les le monde. familles des Oui. enfants que tu accueilles? Ouvert à tout le monde. Et des personnes qui sont venues nous offrir leur concert. Là, je sais plus le nom, c'est dommage, mais qui sont venues gratuitement pour l'école, qui sont venus donner leur temps. Est-ce que tu nous avais dit, parce que tu nous avais parlé de cette fête qui allait s'organiser, mais tu nous avais dit qu'effectivement les enfants étaient dans l'attente de cette fête. Toi, tu leur avais dit, bon, écoutez, moi, j'ai pas le temps. Si vous voulez une fête, vous l'organisez. Et donc, ce sont eux qui l'ont organisé avec leurs parents. Exactement. Ils ont fait la liste des jeux qu'ils voulaient, de ce qu'ils avaient envie de faire, de comment ils le voyaient, etc., etc. Et la semaine où on a tout préparé, ils étaient là. Ils ont débarrassé, rangé, nettoyé. Ils ont dit on pourrait mettre ça là et ça là et voilà. Donc ils ont vraiment participé activement avec leurs parents et au rangement aujourd'hui. Et du coup, ça fait partie aussi pour nous des compétences essentielles. On apprend à travailler ensemble, on apprend l'entraide, on apprend à pas être d'accord et à se mettre d'accord aussi. On apprend à vivre ensemble et ça c'est chouette. Et je trouve que c'est des belles valeurs qu'on transmet. Oui, parce que tout est prétexte à apprendre. En fait. Exactement. Comment on est en relation avec soi, avec les autres, avec son environnement, comment on se responsabilise. Tout à fait. Les parents sont très impliqués dans votre projet. Ça fait plusieurs fois que tu mentionnes qu'ils sont là, présents, ils participent à l'organisation. Enfin, c'est aussi un élément incontournable pour le bon fonctionnement de votre école. Ça fait partie du projet aussi. Nous, on veut une école, une communauté éducative, j'appelle ça. C'est-à-dire où les parents, chacun a sa place. Mais les parents sont vraiment impliqués. Alors déjà, effectivement, c'est eux qui font le ménage, qui nettoient, qui viennent donner un coup de débroussailleuse quand il y a besoin, qui viennent réparer quand il y a quelque chose de cassé. Et ensuite, effectivement, donc ils organisent 2 ou 3 événements par an. Ensuite, on a la fête de l'école où c'est les enfants qui préparent pendant 2 jours les repas, etc. Et on invite les parents pour la fête de l'école avec des jeux, etc. Mais c'est les enfants qui font. Ensuite, on fait à la fin de l'année un mini-camp. On fait une nuit à l'école. Donc, soit sous tente, soit la Belle Étoile avec un feu de camp. Donc là, c'est l'événement de l'année. Et après, nous, on organise régulièrement un café des parents pour justement parler un petit peu de ce qui se passe à l'école, de ce qu'on met en place, être à l'écoute aussi des demandes des parents ou des projets pour que les parents puissent nous faire part aussi de ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas. Et ça, ensuite, c'est l'équipe éducative, bien évidemment, qui prend les décisions. Mais on est en concertation, on essaie de travailler main dans la main. Je fais beaucoup référence à la première rencontre qu'on a eue, mais parce que tu nous avais partagé beaucoup d'informations. Je pense à la cabane. Au départ, je pensais que c'était une habitation tellement elle est grande. Et ça aussi, c'est un projet qui a été co-construit, co-créé avec les enfants, un père de famille. Tu nous avais dit qu'il avait pris le lead sur le projet. Alors, c'est le propriétaire des lieux, Vincent, qui adore ce projet, qui nous a ouvert les portes de chez lui. Et un jour, j'étais avec les enfants, les enfants voulaient faire une cabane. Donc, on est en train je leur avais donné des feuilles, des stylos, en disant, écoutez, vous dessinez la cabane de vos rêves, et ensuite, en fonction, on va se réunir, on va regarder le coût, on va regarder ce qui est faisable. Et Vincent est passé par là, et comme un gosse, il s'est installé, il a dit, moi je veux participer et tout. D'une petite cabane en bambou que j'imaginais, on est passé à une construction vraiment en dur de 11 mètres carrés. Et donc, j'ai dit à Vincent, comme aux enfants, j'ai dit, OK, maintenant on budgétise. Et on budgétise, on voit ce qu'il y en a besoin et si on a ce qu'il faut. Écoutez, Vincent, ils ont budgétisé. Vincent, il a dit, mais moi j'ai ça, ça, ça et ça. Donc les enfants, ils ont appris à faire du ciment, ils ont cloué, ils ont monté les murs, ils ont vu comment on mettait les fenêtres. Donc du coup, on a appelé les parents qui étaient disponibles pour venir donner un coup de main. Parce que, bien évidemment, les enfants ne pouvaient pas tout faire parce qu'il y a une porte, des fenêtres, un toit, etc. Mais oui, ils ont participé, oui. Oui, et tu nous avais dit aussi qu'il avait fait venir quelqu'un en crowdfunding. Alors il a pas un crowdfunding, si en crowdfunding parce qu'il est agriculteur. Donc il y a toujours des gens qui passent. Pareil, synchronicité, je ne sais pas, hasard de la vie. Au moment où on finissait cette cabane, il y a quelqu'un qui est venu chez lui 1 mois en crowdfunding, qui était charpentier. Donc il venait apprendre le travail de la terre et en fait il a adoré le projet et tout cet après-midi il est venu nous aider à faire le toit. Donc c'était énorme. Donc les enfants ont vu comment on faisait un toit, sans le questionner, voir, observer. Et à quoi elle sert aujourd'hui cette cabane?
Et cette cabane aujourd'hui, c'est la cabane des sciences des enfants. Donc on travaille dedans tout ce qui est science, tout ce qui est nature. Ils l'ont aménagé avec Cindy. Alors tu parles de Cindy, vous êtes une équipe pédagogique de combien de personnes? Alors l'équipe pédagogique permanente, on est 3 salariés. Donc Cindy et moi qui sommes 2 enseignantes. Moi je m'occupe de la maternelle, Cindy de la classe élémentaire. On a Christelle qui est mon assistante pédagogique, qui est là tout le temps. Et ensuite on tourne avec tous les ans on a un service civique, donc qui va dans la classe de Cindy pour l'aider. Et ensuite on a des stagiaires parce que d'abord c'est vrai que ça nous aide, mais aussi moi je suis à cœur de partager et de transmettre ce qui se passe ici pour montrer aux gens qu'on peut faire autrement, qu'on peut accompagner les enfants différemment. Et donc c'est faire découvrir une autre façon de faire. Et qu'est-ce qu'ils te disent quand ils ont terminé leur immersion? Qu'ils aimeraient rester avec nous. Qu'ils trouvent qu'ils adorent le lieu, qu'ils adorent la façon dont on accompagne les enfants, la façon dont on les accueille aussi, qu'on leur fait une vraie place au sein de l'équipe. Ils sont pas là pour nettoyer les toilettes, ranger. Oui, c'est l'école dont on a tous rêvé peut-être enfant, qu'on aurait aimé avoir ou connaître enfant. Ah, c'est clair, oui. C'est clair, oui. Ouais. Alors peut-être que c'est facile de le dire comme aujourd'hui parce qu'il fait particulièrement beau. Quand on recontextualise, on est en plein hiver, il pleut, il fait froid. Ah, c'est sûr que ça a moins de charme. On a des journées quand on a des semaines entières où il pleut. On arrive effectivement le vendredi soir, on est plus fatigué. Plus après voilà, c'est aussi la vie. C'est pas toujours le soleil. Voir siroter le café au soleil en regardant les enfants jouer dehors. C'est parfois dans la grange parce qu'il pleut, qu'il fait mauvais et qu'ils sont tous là et que ça court dans tous les sens. Mais l'intérêt aussi de notre équipe, c'est d'être très à l'écoute les uns des autres, comme on est à l'écoute des enfants. C'est-à-dire que si l'un dit moi là je suis fatigué, j'en peux plus. On se relaie. C'est-à-dire ok, tu prends une demi-heure. Je sais que pendant une demi-heure t'es pas disponible, moi je suis là pour m'occuper des enfants, etc. Donc ça aussi c'est aussi notre force. Avec les stagiaires c'est pareil. On dit on vous demande pas d'être des surhommes, des surfemmes. C'est voilà, vous avez à un moment donné, vous êtes fatigué ou vous avez besoin d'une pause, ou vous avez besoin de passer un coup de fil. Voilà, c'est passer le relais à l'équipe et c'est important. Tu dans une bonne combi et hop. Moi j'arrive avec les bottes fourrées l'hiver, avec le gros blouson de ski et les enfants ils ont des combis de pluie, ils ont des combis d'hiver, ils ont des bottes, ils ont des bottes fourrées, ils ont des changes. Eux ils ont pas froid. Les enfants ils ont pas froid, ils courent partout. Et plus il y a de la boue et mieux c'est. Ah bien sûr. Alors là, quand ils sortent la boue, surtout que des fois il y a de l'eau au fond, alors là ils reviennent, il y a de la boue partout, ils en ont jusqu'aux oreilles, ils sont comme des pecs, ils adorent ça. On met à sécher et puis voilà. Oui, rien n'est grave. Rien n'est grave. Alors là, non. Et mettre un toboggan qui dans une mare de boue, c'est encore mieux. Donc, voire même rajouter de l'eau pour qu'il y ait plus de boue en bas du toboggan pour faire des glissades dans la boue. C'est magique. C'est pas que tout est permis, mais en fait, non, parce qu'il n'y a pas d'injonction d'hygiénisme à outrance. Non, pas du tout. Au contraire, ouais. Après, on est attentif. L'hiver, quand les enfants vont sauter dans la boue, on est à côté, on regarde, on vérifie que les pieds sont pas mouillés. Et quand les pieds sont mouillés, bien évidemment, on dit à l'enfant là, soit on a une autre paire de bottes à te prêter, soit on n'a pas d'autre paire de bottes, tu peux plus aller dans la boue parce qu'il fait 3 degrés, parce que voilà. Et il y a aussi des règles, bien évidemment. Est-ce que les enfants que tu accueilles, ils ont connu l'école classique traditionnelle? Alors, certains enfants de l'élémentaire, oui. Les enfants qui arrivent de maternelle, c'est souvent les parents, soit ils ont une mauvaise expérience, soit ils veulent vraiment une autre éducation pour leurs enfants. Donc, spontanément, ils viennent. C'est vrai qu'au niveau de l'élémentaire, en général, les parents qui arrivent avec des enfants de 7, 8, 9 ans, soit ils ont vraiment entendu parler de l'école, ils ont dit « Ah tiens, je connaissais pas, je savais pas qu'on pouvait faire différemment et ça m'intéresse pour mon enfant », soit l'enfant est en difficulté à l'école ou en souffrance et ils nous disent « Il faut qu'on le sorte de l'école et on vient voir ce que vous pouvez proposer ». Nous aider. Donc les parents sont aussi en recherche d'alternatives. Oui. J'imagine qu'il y a une liste d'attente. Il y a une liste d'attente qui est très longue maintenant, oui. Et des écoles qui ont ouvert à côté de chez nous, pas très loin, qui sont aussi sur liste d'attente, ça y est. Il y a quelque chose qui s'engage quand même au niveau de l'éducation, une prise de conscience peut-être qu'il faut faire évoluer les choses, que le système qui est proposé au niveau de l'éducation, il atteint ses limites, quoi. Je pense, ouais. Une prise de conscience des parents, il y a aussi une prise de conscience quand même des enseignants qui essaient de faire bouger les choses, mais ça va être long, oui. Comment ça t'a accueilli par tes anciens collègues, tous tes projets là d'école d'un nouveau genre alternatif dans la forêt? Il y en a qui m'ont dit super, fonce, on aimerait bien voir ton courage et ta détermination et voilà, t'as la capacité aussi à créer quelque chose parce que c'est pas facile, c'est pas évident tous les jours, ça n'a pas été évident et puis d'autres qui m'ont dit mais qu'est-ce que tu vas t'embêter et qui se sont remis en question. Si tu fais différemment, c'est que nous on sait pas faire, c'est que j'ai dit non, j'ai envie juste de proposer une autre façon de faire. Et il y a des enfants qui sont à l'éducation nationale et qui vont très bien. Moi j'ai 4 enfants, j'en ai 2 qui étaient très bien dans le moule d'éducation nationale, qui ont fait des études et qui ont aucun souci. J'en ai une autre qui a été en grande souffrance, qu'il a fallu que je sorte parce que c'était trop compliqué, avec des troubles d'apprentissage et trop difficiles. J'ai ma dernière qui est encore au niveau du lycée, qui est en train de nous dire aussi
gentiment que ce système-là ne lui convient pas, on trouve une autre solution pour elle aussi, mais il y a des enfants qui vont parfaitement bien. Moi, je sais que mon fils aîné, je sais pas, mais je sais que ma troisième, donc qui était bien dans le moule de l'école, elle, une école comme ça en pleine nature, je suis même pas sûre que ça leur ait vraiment correspondu. Peut-être petite, mais après non. Qu'est-ce qui t'a donné la force, le courage de créer ton projet? Parce que j'imagine bien que ça n'a pas été facile, effectivement, parce qu'il n'y a pas forcément de subvention. Déjà, pour moi, c'était clair qu'une fois que je suis partie me former, que j'ai vu des choses différentes, je trouvais plus ma place au sein de l'éducation nationale. Donc, j'étais pas bien. Donc, j'ai dit, je ne peux pas m'accompagner les enfants correctement si moi, je suis pas bien. Donc, c'est soit je trouve une alternative, soit je pars. Mais c'était plus possible pour moi de rester. Ni pour moi, ni pour les enfants. Après, j'ai foncé, je ne me suis pas posé la question. Parce que moi, j'adore les enfants, je voulais travailler avec les enfants. Soit je créais quelque chose, soit, je sais pas ce que j'allais faire, mais... Tu dépérissais dans tes salles de classe. Ah, mais j'allais pas dépérir longtemps, hein. Donc, j'avais pris la décision de partir, ça c'était évident. Donc, j'avais aussi la possibilité. Parce que mariée, avec un mari qui a un bon salaire, donc... que je parte ou que je parte pas, bien sûr que financièrement c'était pas la même chose, mais c'était possible aussi. Et qui te soutenait dans ton projet, me soutenait. De toute façon, je lui dis, c'est soit je fais une dépression et je suis en arrêt maladie, soit je fonce. Alors fonce. C'était une vocation pour toi d'être enseignante? Alors une vocation de s'occuper des enfants. Et comme j'aime apprendre, j'aime transmettre. Ouais, vraiment depuis toute petite, c'est quelque chose que je voulais, oui. C'est ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Oui. Tu voulais faire maîtresse? Oui, je voulais faire maîtresse. Je suis passée par la carte formation pour adultes parce qu'en fait, justement, moi, j'allais jusqu'à la fac et en fait, en fac, j'ai dépéri. Enfin, j'ai eu des problèmes de santé et qui en fait étaient dus au système. Me suis suradaptée, je pense, tout le temps et je m'en suis pas rendu compte. Parce que je savais pas qu'avec d'autres choses de faire qui pouvaient exister. Donc, je pense que je suis une petite fille qui s'est suradaptée au système, très sensible et qui, du coup, a beaucoup retenu. Et à l'école, en fac, j'ai développé problème de santé. J'ai voulu continuer mes études, mais différemment. Donc, je suis passée par une autre filière alternative, moi aussi, par le Conservatoire des Arts et des Métiers, qui m'a amenée sur un autre petit chemin sur la psycho du travail et qui me plaisait beaucoup. Donc, j'ai fait un petit break dans la formation pour adultes qui m'a bien plu. Et quand même, à la naissance de ma troisième, où je me suis posée, je me dis, est-ce que je veux continuer? Puis finalement, l'envie de repartir auprès des enfants a été forte. Les enfants qui se suradaptent ou du un petit lapin, mais c'est trop drôle parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je vois passer les poules, les lapins qui sont en liberté. J'adore. Oui, les enfants qui se suradaptent, est-ce que tu as l'impression qu'ils ont certaines caractéristiques, enfin ceux du moins que tu accueilles, est-ce qu'ils ont entre guillemets, alors on parle d'HPE, d'HPI, des troubles 10, enfin là, on n'en finit plus de mettre des étiquettes à tout va, mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a des points communs entre les enfants que tu accueilles dans leur mode de fonctionnement, d'être au monde, leur sensibilité? Est-ce que tu as observé qu'ils pouvaient avoir un mode de fonctionnement particulier ou non? Ce sont tout simplement des enfants. Je pense que c'est tout simplement des enfants avec peut-être une plus grande sensibilité. Et dans notre monde actuel qui est quand même assez, moi je trouve, violent, agressif et pas à l'écoute, ils sont en souffrance. Tandis que quand on prend le temps de les écouter, de les accompagner dans leurs émotions, dans leurs ressentis, dans leur... aujourd'hui, moi, j'ai reçu l'année dernière, on a eu un enfant qui a déménagé depuis, mais qui est arrivé. Alors la maman me dit, si ça peut possible en classe, il est trouble de l'attention, trouble de je sais pas quoi, trouble de ça n'a plus pouvoir. Et en fait, au bout de 15 jours, je lui dis, mais qui c'est qui a posé le diagnostic? Il a pas de trouble de l'attention, ton enfant. Il a juste besoin de mouvement et il a besoin d'être à l'écoute, qu'on lui permette de sortir quand c'est difficile. Mais quand il y a trop de bruit, quand il y a trop des choses, c'est des moments qui sont difficiles pour lui. Il faut être juste à l'écoute. Et en fait, quand on lui permet d'être à l'écoute de ses besoins et il revient et ça va très bien. Encore faut-il pouvoir bien identifier leurs besoins et de pouvoir effectivement leur proposer un accompagnement adapté. Alors nous, on a 12 enfants par classe, 12 à 13 enfants par classe, donc forcément, on est deux. Donc forcément, c'est possible. C'est ce que font des pays dans le Nord, qui ça marche très bien, mais ils sont sur ce fonctionnement-là. Dans des petits groupes, des petits effectifs, des enseignants formés, des intervenants formés. Et, Je te dirais que peut-être que les écoles de village sont peut-être un peu sur ce mode de fonctionnement-là. Moi, je me souviens, alors, quand j'étais petite, on est en train de les fermer, les écoles de village. Il y a quelques années, mais je me souviens de la classe de CM2, on était 4, on partageait la même salle que les CM1, je sais plus combien ils étaient à l'époque, mais tu vois, on était déjà avec des classes qui étaient mélangées, alors certes, peut-être avec des enseignements différenciés, mais il n'empêche qu'on bénéficiait quand même, des enseignements de l'autre classe, on était mélangés finalement. Oui, mais malheureusement... assis sur une chaise 8 heures durant quand même, ouais. Ouais. Et ça, c'est moi j'ai fait des études de psycho, quand on suit le développement de l'enfant, c'est complètement ahurissant de demander ça à un enfant. Ce week-end, là, j'ai écouté, alors je m'excuse, je vais pas avoir son nom, mais elle a développé une méthode d'hypno-yoga et elle parlait de la posture assise. Même nous, en tant qu'adultes, la posture d'être assis sur son bassin, sur son sacrum, c'est une posture qui ne nous est pas du tout adaptée et qu'il faudrait le plus être
accroupie. Et sinon, voilà, elle parlait aussi des enfants qu'on obligeait, et elle fait régulièrement des posts, j'ai vu là-dessus, où elle, un peu coup de poing, tu vois, où elle dénonce aussi la manière qu'on a de les accompagner, de les forcer à rester assis 8 heures durant. Et non, ça va pas du tout, en fait. Ah non, c'est une catastrophe. Nous, les enfants, des fois, ils écrivent debout, ils se mettent par terre, ils ont une petite tablette sur laquelle ils peuvent écrire. Alors, bien évidemment, quand ils doivent écrire, non, mais quand ils font des maths, ils sont par terre, et ils écrivent sur leur cahier par terre, ils peuvent faire debout. Quand on fait des arts plastiques, dans des enfants qui dessinent ou qui font de la peinture ou de la pâte à sel, soit par terre, soit assis, soit debout, soit... Voilà. Et puis quand ils ont besoin de bouger, ils bougent. T'es pas fini ton travail avant de te lever. Ok, tu as besoin de faire une pause, tu fais une pause, mais ton travail est pas fini, donc on sait que tu dois revenir faire ton travail. Et à la maison, les parents arrivent à être dans cette continuité-là aussi d'accompagnement et d'apprentissage. Oui, ça fait partie des concepts de l'école. C'est pour ça qu'on fait aussi des cafés des parents. C'est pour témoigner de ce qu'on fait, de comment on fait, pour inciter les parents à ce qu'il y ait une continuité à la maison. Sinon, ça n'a pas trop de sens. Mais les parents, ils sont en demande. Les parents qui viennent là, vraiment, ils sont en demande. Et ils sont sur ce concept, cette idée-là, cette envie-là. Donc on a beaucoup de parents qui sont, oui, beaucoup dans l'accompagnement, dans l'écoute, dans... Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces enfants, sur l'école? C'est quoi leur retour au quotidien? Qu'est-ce qu'ils disent? À 16h30, quoi, l'école est déjà finie, mais on veut pas partir. Ils sont ravis, ils s'éclatent. Même quand ils sont malades, j'ai des mamans qui m'appellent et disent, écoute, il est malade, il veut venir à l'école. Je dis, écoute, s'il a pas de fièvre et voilà, tu l'amènes. Et si ça va pas, je vous appelle et venez le chercher. Pas de phobie scolaire? Non, on n'a pas de phobie scolaire. Donc, pas de troubles d'anxiété, on parlait de l'anxiété de performance scolaire, pas d'anxiété de performance, pas de phobie scolaire. Non. Intéressant quand même. Ouais. On a une petite qui est arrivée vraiment avec je fais pas si je maîtrise pas parce que j'ai peur ou je veux toujours réussir. Et ça y est, elle est en train de lâcher. En train de voir qu'on peut se tromper, qu'on a le droit de se tromper, que même les adultes se trompent et qu'ils le disent. Et donc, ça commence à lâcher un peu là-dessus, c'est bien. Si tu devais définir la raison d'être, en quelques mots, de ton école, qu'est-ce que tu dirais? Moi, je dirais une école où les enfants sont heureux d'apprendre et où ils apprennent dehors, beaucoup. C'est plus calme là, non? Ils sont en train de répéter les spectacles de l'école. Ah. C'est quand? C'est le 21 juin. Ah, jour de la fête de la musique? Le jour de la fête de la musique. On fera la fête de la musique ici. Ici, d'accord. Ils apprennent des petites chansons et des chorégraphies pour montrer aux parents. Mais à leur demande. Ouais, donc des enfants heureux de venir à l'école, heureux d'apprendre. Ouais. Quoi demander de plus, quoi. Rien. Et des parents aussi en demande d'être partie prenante et de pas être mis de côté dans le projet, Oui, dans le projet, dans ce que vivent leurs enfants, dans les valeurs que vous défendez ou que vous prônez. Des valeurs de bienveillance, de citoyenneté, d'empathie, de co-construction, de faire ensemble, de solidarité, d'écologie. On travaille beaucoup sur le respect des animaux, le respect des êtres vivants. On a des intervenants extérieurs là-dessus qui viennent pour rappeler sans arrêt que tout être vivant a le droit de vivre et de respecter et comment et de comprendre comment il fonctionne. Et on fait un petit potager, on fait des gâteaux maison, on fait du pain, on ramasse les œufs de la poule et on fait des gâteaux avec les œufs. Oui, la vie de tous les jours. La vie de tous les jours. Tout est prétexte à partager à un moment. Oui. Ouais. Puis des choses qu'ils peuvent mettre directement en application dès qu'ils rentrent à la maison. En fait, c'est pour ça qu'ils apprennent aussi rapidement. Tout à fait. Ils arrivent à se représenter le sens que ça a, quoi. Oui, exactement. J'imagine qu'ils vous donnent pas tout le temps, mais pourquoi? Non, pas du tout. C'était important pour toi de prendre la parole aujourd'hui? Oui. Ça permet de faire connaître et de partager surtout. De partager une autre façon de faire, une autre façon d'apprendre. Moi, je reçois beaucoup d'appels ou d'enseignants qui sont en arrêt ou qui sont en disponibilité, qui viennent me voir, qui en peuvent plus et qui disent je peux plus continuer dans ce système, mais qu'est-ce que je peux faire et comment je peux faire et qui ont envie de venir voir et que ça fait du bien de voir que notre façon de faire existe et que c'est possible. Tu fais des stages en immersion? Oui, je fais des stages en immersion. Pour ces enseignants qui sont au bout? Oui. Ouais. Tout si, Okay. Même venir passer une journée. Je dis, venez passer une journée, voir les enfants comment ils font, comment ils se comportent. Et est-ce qu'il y en a qui, suite à ça, ont engagé aussi des démarches pour créer d'autres projets comme le tien? Alors, je reçois des personnes en création de projets qui viennent voir, qui viennent me demander des conseils, qui viennent voir comment j'ai fait. On a plusieurs écoles qui sont plusieurs projets qui ont mûri en Mimizan, une qui a ouvert Mimizan, l'autre qui a ouvert sur Adour, il y a un projet. Béarn aussi, sont venus nous voir et puis ils ont pris plein d'idées. Ok. Ouais, c'est chouette, ouais. Ouais, super. Il y a une contamination. Ouais. Tu sais combien il y a d'écoles de ce type-là sur notre territoire ou en France? En France, je sais plus. Mais la difficulté quand même, il faut être quand même réaliste, c'est qu'il y a autant d'écoles qui ouvrent que d'écoles qui ferment. Parce que c'est quand même difficile, parce que financièrement, l'équilibre financier est très difficile. À moins de faire une école Montessori à 800 € par mois. Mais qui peut payer 800 € par mois? Écoutez, il y en a une au Segor qui a 600 € par mois et qui est pleine. Donc oui, il y a des parents qui sont prêts ou qui ont les moyens. Là, mais c'est pas notre choix. Nous, on veut pas faire une école élitiste. On veut faire une école où, pour
que les parents qui font ce choix aient la possibilité. Ça a un coût, hein, on est quand même à 3000, autour de 3002, 3005 par an, hein, parce qu'il faut payer les salaires, les charges, donc il y a des charges incompressibles, mais on essaye. Et encore, des salaires... Des salaires à peine au-dessus du SMIC, mais c'est un choix de vie. C'est un choix de vie aussi. C'est un vrai engagement. C'est un vrai engagement. C'est ce que je dis aux enseignantes qui veulent quitter. Je dis attention, alors, les salaires de l'éducation nationale sont pas très élevés, mais là, elles le sont encore moins. Après, c'est un choix de vie. Oui, mais c'est intéressant aussi de savoir vraiment qu'est-ce qu'on souhaite, tu vois, en termes de conditions. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le salaire, les conditions de travail, le sens qu'on donne à ce qu'on fait, de comment on a envie d'accompagner les enfants, de se donner les moyens aussi pour, tu vois, après, c'est peut-être aussi un cercle vertueux. Moi, je finissais épuisée. À chaque vacances scolaires, je finissais épuisée quand j'étais à l'éducation nationale. Alors, j'osais pas trop à part avec mes collègues en discuter, mais quand les gens autour de nous, on était tout le temps en vacances. Je dis, mais vous saviez dans quel état on arrive aux vacances scolaires? Parce qu'on a trop de choses à faire, trop de charges, trop de boulot, trop d'enfants à gérer, trop d'enfants différents. Moi, j'ai des collègues, des amis qui m'appellent, qui me disent aux vacances de février, me disent, je suis aussi épuisée. Là, j'arrive aux vacances de Toussaint, je suis déjà très fatiguée. Et je sais même pas comment je vais tenir l'année scolaire. Mais j'ai un enfant qui est hypersensible, j'en ai un autre qui a un trouble de l'attention, j'en ai un troisième qui est autiste, et j'ai même pas, l'AVS est même pas arrivé. Et j'en ai 30. Mais comme les enfants se suradaptent, les enseignants se suradaptent aussi. Ouais, jusqu'à l'épuisement et au burn-out. C'est une des métiers où il y a le plus de burn-out, avec les soignants. Quel message t'as envie de faire passer? Oser. Foncez. Alors à qui tu t'adresses là? Mais à tous les enseignants, même aux enseignants d'éducation nationale, faites bouger les choses, même chez vous, même au sein des équipes. Il y a des équipes, ça bouge. Il y a des écoles qui ont complètement maternelles, ou même élémentaires, qui ont complètement reformé leur façon de penser, qui ont ouvert les salles de classe, qui ont fait les enfants peuvent circuler, où il y en a qui s'occupent des maths, d'autres qui s'occupent du français, où ils ont remélangé les âges, où ils ont vraiment mis en place la pédagogie Montessori au sein de leur équipe. Et donc, même dans l'éducation nationale, on peut faire différemment. Oui, il faut sortir du sentiment d'impuissance. Je pense. Ou on n'a pas le choix, c'est comme ça. En fait, si, c'est possible, quoi. Oui, c'est possible. Et pour peu qu'il y ait une directeur de structure d'établissement qui suive, et puis allons-y, quoi. Ah, tout à fait, tout à fait. Et remettez les enfants dehors. Et ça aussi, c'est la classe dehors, ça a vraiment pris cette année. Il y a de plus en plus d'écoles qui s'inscrivent dans ce programme, entre guillemets, et qui décident une fois par semaine, une matinée par semaine et une après-midi par semaine, d'aller dehors avec les enfants. Et ça, c'est chouette. Et ça, rien qu'une demi-journée. Passe une demi-journée dans un petit bois, près dehors. Pour aller faire des câlins aux arbres, tu me fais rire. Parce que tu nous avais dit la première fois, oui, les enfants vont spontanément au contact des arbres. Et toi, tu nous dis un peu en plaisantant, et ben nous on leur dit, mais expliquez-moi comment vous faites, parce que moi je sais pas en fait comment est-ce qu'on communique avec eux. Et... Les enfants nous disent, mais si l'arbre il me parle, je sens l'énergie de l'arbre. Et nous on a perdu ça. On devait l'avoir petit, parce qu'on était tous les enfants quand ils sont petits, ils adorent être dans les arbres, ils adorent grimper aux arbres, ils adorent être dans. Donc il y a une raison. Les enfants préfèrent aller dans les arbres que sur des structures. Bétonné, comme on dit pour les aires de jeu, là. Oui. Les aires de... oui. Tu disais, il y a des intervenants extérieurs qui viennent proposer des activités. Oui. Tu nous racontes? Alors, on a quelqu'un qui vient. Alors, maintenant, c'est Cindy qui est formée, mais on avait quelqu'un qui venait en yoga. Donc, maintenant, c'est ma collègue qui fait du yoga. Dès qu'il fait beau, au moins une fois par semaine. Et petits et grands, ils adorent. On a une intervenante qui vient faire de ce qu'on appelle de la danse, on appelle ça la danse libre, où elle avait des petites, elle les fait danser sur les 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air, et ils adorent. On a quelqu'un qui vient sur la communication justement animale, qui vient une fois par mois, donc elle est venue expliquer, alors elle a d'abord expliqué nos animaux ici, comment se comporte une poule, qu'est-ce qu'il faut observer une poule, ce qui se passe. Elle est venue aussi avec son chien pour apprendre aux enfants à comment, quand un chien arrive, comment repérer un comportement agressif, ou pas, en fonction de comment l'animal est, qu'est-ce qu'on fait, on recule, on s'approche, etc. Du coup, après, elle a fait aussi sur les loups, expliquer, démystifier que les loups, c'est pas plus dangereux. La prochaine fois, elle va venir. Qu'est-ce qu'elle a venu? Est-ce qu'elle leur apprend à communiquer? Oui, tout à fait. Entrer en contact avec l'animal. Alors, appris qu'une poule était cardiaque, il fallait surtout pas courir après une poule parce qu'elle pouvait mourir d'un arrêt cardiaque de peur. Ah ouais, ils sont fragiles, il faut pas... On est tenté peut-être gamin en plus de leur courir après. Oui, on a envie de les caresser, on a envie. Là, on leur apprend qu'un animal, il a le droit de pas vouloir être caressé et que si on veut, on se pose et on avance doucement et si l'animal est OK, on y va et si l'animal est pas OK, on revient à notre moment. Ce sont des êtres vivants, les animaux. Oui, d'apprendre aussi qu'ils ont une sensibilité et qu'on doit la respecter. Tout à fait. Ouais. Après, on a un monsieur qui spontanément, là, pour notre mini-camp, va venir raconter, faire des contes sur les étoiles, sur le ciel aux enfants. On a une personne qui est venue sur de la musique avec des tambours, avec travailler sur le rythme. Voilà, on appelle en fonction de nos projets, de nos envies. Et on a du monde qui vient, qui passe, c'est chouette, qui viennent partager. L'objectif, notre projet, c'est d'ouverture sur le monde, de faire découvrir
découvrir plein de choses. On a une personne qui vient la fin de là faire un atelier de cirque. On a des mamans qui sont venues faire des danses tahitiennes et l'année dernière, c'était de la capoeira, faire découvrir aux enfants. Ils ont enchanté. Ouais. Moi, c'est l'école du bonheur, quoi. L'école de la vie. L'école de la vie. On est bien, ouais. Est-ce que vous avez d'autres projets? À part peut-être, on va commencer à réfléchir sur le projet d'un collège ou le prochain projet que les parents aussi sont très motivés, c'est de réaménager la grange, de chercher des subventions pour pouvoir faire une vraie salle de classe dans la grange qui aujourd'hui en fait est ouverte aux 4 vents, n'est pas isolée, il n'y a pas de chauffage. Donc les salles de classe sont dans des bus où il y a le chauffage, mais c'est vrai qu'on aimerait agrandir la classe maternelle, du moins faire vraiment une classe d'une vingtaine de gammes de petits, donc 20 voire 25, quitte à faire 2 groupes. Mais pour ça, il faut qu'on isole la grange, qu'on mette le chauffage, etc. Et on est en ERP, enfin sur établissement recevant du public de catégorie, et les travaux coûteraient cher. Donc on réfléchit. Comment est-ce qu'il serait possible de pouvoir vous aider? Ah non, sur le site de l'école ou sur Hello ACE T'as une cagnotte? Oui, on a une cagnotte sur Hello ASSO, on peut faire des dons pour l'école. C'est aussi toute personne qui a une passion, quelque chose qu'il aime, venir m'appeler pour venir la partager avec les enfants. On est ouvert à des personnes qui viennent passer un moment avec nous régulièrement, ponctuellement, des bénévoles. C'est une école associative, donc oui, aux bénévoles. Est-ce qu'on peut le dire ou pas? Le lieu peut être loué en aparté, c'est ça que tu me dis? Oui, tout à fait. La grange, la grange, elle fait presque 300 mètres carrés. Alors, l'hiver, c'est pas top parce qu'effectivement, il n'y a pas de chauffage, donc pour l'instant, non. Mais entre le printemps et le début de l'automne, oui, on peut. Le propriétaire déjà la loue pour des mariages, pour des événements, mais ça peut être une journée. Moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Pour une éducation bienveillante sur Bayonne et Landes, et régulièrement, quand il fait beau, on vient travailler, on vient faire des journées ici, on vient proposer des choses, oui. Mais ça passe pas par vous, c'est par le propriétaire des lieux. Si, ça passe par moi, qui me met en lien avec le propriétaire. D'accord. Sur l'année scolaire, oui. Oui, l'été, non, parce que l'été, on n'est pas là et on ne loue pas l'été. Donc, il faut vraiment que ce soit, que ça passe par lui. Mais sur l'année de septembre à juin, oui, c'est nous. Enfin, c'est moi qui gère le lieu. Et après, je le tiens au courant, bien évidemment, parce que, il est chez lui, hein. Mais oui, on travaille ensemble. On a parlé de toi sans trop parler de toi. Est-ce qu'il y a des choses que tu auras envie de nous dire de toi, de ton parcours, de partager, pour aussi, comprendre l'essence même du projet, parce que c'est toi qui as créé ce projet, qui le porte aussi avec tes collègues, mais c'est toi la référente principale. Mais je pense que déjà quand on t'entend parler, on entend l'énergie et la détermination qui t'anime. Donc ouais, la passion surtout, ouais, c'est ça, c'est la passion. Pour travailler avec des enfants, faut être passionné, hein. Pour travailler dehors, il faut être passionné aussi, parce que c'est pas donné à tout le monde quand même. Oui, parce que c'est pas idyllique, hein. Non, c'est pas idyllique. Et quand les stagiaires viennent, je dis attendez, c'est aussi un lieu où quand il fait froid, on est fatigué en fin de journée parce qu'on a le froid sur nous, parce que on est tout le temps beaucoup debout. Ça demande aussi beaucoup de vigilance parce que l'espace est grand, et de savoir où sont les enfants, d'avoir tout le temps en tête, parce que bien sûr qu'il y a beaucoup de liberté, mais du coup ça nous demande d'attention, de savoir où ils sont, ce qu'ils font, etc. permanente. Donc on est toute la journée avec les enfants, du matin jusqu'au soir, on mange avec eux. C'est les parents qui portent le repas, mais on mange avec les enfants. Donc de 8h30 jusqu'à 17h le soir, on est là. Donc ça fait des grosses journées, d'être dehors, d'être Moi j'adore ça, ma collègue adore ça, mais je pense que c'est pas forcément donné à tout le monde. Oui, aussi bien pour les enfants que pour les enseignants. Tout à fait. Alors qu'on n'a jamais aucun enfant qui est venu en essai et qui a dit je veux pas venir. Et vous faites justement des journées d'essai pour les enfants? Ah oui, en général, on fait des petites journées, d'essai. On peut proposer... Oui, en général, au début, les parents viennent, et puis si ça se passe bien, c'est pas automatique. Ils payent dès leur premier jour d'inscription, hein. Bien sûr qu'il y a cette facilité, de cette... capacité de dire non, ça convient pas, ça. Je fais beaucoup d'adaptations, notamment au niveau des petits, plutôt au mois de juin. Ça permet, ils viennent un petit peu une matinée, 2 matinées, avec papa ou maman, voir ce qui se passe, s'habituer tout doucement. Alors moi, j'écris ce podcast pour donner la parole aux acteurs du Nouveau Monde, dont tu fais pleinement partie pour moi. C'est quoi pour toi le Nouveau Monde, Vanessa? C'est un monde où il y a de l'écoute, où il y a une communication bienveillante, où on prend le temps de s'écouter, de tenir compte de l'autre, tout en tenant compte de soi. Parenthèse. Tu nous rappelles en quelques mots ce que c'est la communication non violente? En fait, c'est partir d'être à l'écoute de ses besoins, de ses ressentis, de pouvoir les exprimer à l'autre avec authenticité, en parlant en jeu, d'être à l'écoute des besoins et des ressentis de l'autre, et ensemble de trouver une façon de communiquer où chacun se sent bien. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans cette école et ce qu'on arrive à peu près à faire à peu près correctement. Tu as parlé d'empathie tout à l'heure, comme étant une valeur importante. Vous avez des cours d'empathie? On n'a pas des cours d'empathie, mais le fait de, quand il y a un conflit ou quand il y a une difficulté ou quand on n'est pas d'accord, de dire à l'enfant, écoute ce que tu as besoin de dire, qu'est-ce que tu as besoin, parle-moi de tes ressentis, qu'est-ce qui se passe en toi, et on va écouter ce que redit l'autre, ses ressentis, comment il a vécu la situation. Et du coup,
Et ensemble, on va trouver une solution. C'est ça l'empathie, c'est être capable de se mettre, d'écouter l'autre, de ce que, ah oui, moi je t'ai poussé, mais parce que toi tu m'as embêté avant. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai poussé et l'autre, comment il s'est senti quand il a été poussé? Et ça l'a rendu triste, et du coup, l'autre entend. Et ben forcément, quand on entend les besoins derrière l'autre, ou les ressentis, ou ce que ça a fait, ben on peut ne pas faire la même chose ou faire différemment, apprendre à faire différemment. Je pose la question parce que Gabriel Attal avait annoncé qu'il y aurait des cours d'empathie dispensés dans les écoles. En fait, voilà, ça se démontre, en fait. Mais ça se vit. Ça se vit. Ça se vit au quotidien. On est d'accord. C'est comme beaucoup de choses. Non, c'est des cours d'empathie. Moi, ça me fait bien rire. Oui. Bon. Comment tu penses, toi, participer à la réalisation de ce nouveau monde dont tu me parles? C'est grâce aux enfants qui sont là, qui vont grandir avec cette éducation, avec cette façon de communiquer différente, qui feront des adultes, je pense, épanouis, bien dans leur basket, qui ont appris à être dans une micro-société où on s'écoute les uns les autres, où on travaille ensemble, on coopère. Et c'est ça, c'est faire former les futurs adultes de demain. On arrive à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Non, on a dit beaucoup de choses. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter avant qu'on termine sur mon portrait chinois? Alors moi, la phrase des colibris, je fais ma part. C'est quelque chose qu'on s'est vraiment approprié au niveau de l'école et qui est quelque chose de très fort. Si on pouvait l'écrire, je pense, sur les murs de l'école, ça serait ça. Chacun fait sa part et chacun de nous, enfants comme adultes, ici fait sa part. C'est une idée? Non, c'est quelque chose qu'on vit. Oui, mais je veux dire même tu dis de le peindre sur les murs de l'école. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si Vincent est OK. Sur les bus, on pourrait les mettre, oui. Vous êtes en lien avec les autres écoles alternatives? Certaines qui sont à l'écoute, qui sont ouvertes. D'autres, moi régulièrement, tous les ans, on va, alors une année sur deux, on va à l'école d'Oreg au Pays Basque. Et l'année d'après, c'est eux qui viennent dans les Landes. Cette année, on a accueilli aussi une école c'est une amie à moi qui a ouvert une école alternative sur Bayonne, mais qui a été ouverte par des parents très très cathos. Donc c'est vraiment une petite communauté de catholiques qui ont créé une école hors contrat dans les locaux de l'église de Bayonne, je sais pas lesquels, des locaux de Césaire. Donc ils sont venus, ils doivent revenir, mais je pense plutôt en septembre. Et on a accueilli l'école alternative aussi de Clé de Vie, voilà, qui est aussi du côté de Dax et qui est aussi une amie à moi. Tu connais le portrait chinois? Oui, j'en ai déjà entendu parler, participer déjà, oui. On fait le tien en quelques mots. Allez, vas-y. Si tu étais un plat, lequel serais-tu? Un plat, moi je serais un moelleux au chocolat. Ça tombe bien, c'est bientôt l'heure du goûter. Si tu étais un livre? Alors mon livre préféré, c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Si tu étais un dicton, alors tu m'en as donné un. Oui, je fais ma part. Ou soit Le Changement que tu veux opérer de Gandhi. Si tu étais un film? Cœur des hommes. Très très beau justement, on parle beaucoup d'amitié, d'amour, de relations. Et si tu étais un super-héros, une super-héroïne? Alors là, j'ai bugué. Un super-héros, une super-héroïne, je sais pas franchement. Toi? Ouais, moi je suis les héros de ma vie, on va dire. Merci Vanessa de ta participation. Merci d'être venue. Avec joie. Avec grand plaisir. Et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que la démarche de Vanessa Fontanier vous aura inspiré. N'hésitez pas à la contacter directement sur ses réseaux. Vous trouverez tous les liens dans la description de cet épisode. À bientôt. Au revoir. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, abonnez-vous. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, retrouvez-nous sur les réseaux. Tous les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.